Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui a comme thématique comment mettre en place une politique agression au sein de mon organisation. Aujourd'hui, comme intervenant, il y aura moi, donc Patrick, Yvan et Ineke, que vous ne voyez pas à l'écran car elle est derrière son PC, pour pouvoir répondre à vos questions sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos réflexions, que ce soit en lien avec la thématique de ce webinaire ou toute autre question par rapport aux risques psychosociaux. Alors, par rapport à ce webinaire, quel est ce contenu? Le contenu du webinaire va se diviser en 6 grands points. Dans un premier temps, la législation, ensuite la prévalence de ces agressions, l'impact de ces agressions. Ensuite, mon collègue va vous expliquer le modèle dit du sablier. Ensuite, toujours mon collègue vous expliquera ce processus et sa mise en place. Et ensuite, on va vous expliquer les différentes clés du succès. Alors, par rapport à la législation, donc par rapport à ces agressions, celles-ci s'inscrivent dans un cadre légal. Alors, qu'est-ce qu'une agression légalement? C'est chaque situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution de son travail. Cette définition, se retrouve, comme vous le voyez, dans l'arrêté royal du 10 avril 2014. Cet arrêté royal est repris dans le Code du bien-être. Donc, le Code du bien-être définit en fait les 7 domaines du bien-être. Alors, quand on parle d'agression de la part d'un tiers. Alors, qu'est-ce qu'un tiers? Ça peut être un citoyen, ça peut être un visiteur, ça peut être un visiteur qui vient dans votre entreprise et qui va agresser votre collaborateur. Lorsqu'il y a un conflit ou une agression entre deux collaborateurs, ici, on n'est pas dans cette situation. Entre deux collaborateurs, c'est en lien avec le règlement de travail et avec soit la personne de confiance ou le conseil en prévention aspects psychosociaux. Ici, les agressions de la part des tiers, c'est vraiment des personnes extérieures à votre entreprise qui va agresser votre collaborateur. Toute organisation est tenue de mener une politique en matière d'agression. L'employeur et la ligne hiérarchique a des obligations légales. Et donc, tout a commencé en 1996 où la législation prévoyait que l'employeur puisse apporter un soutien psychologique aux travailleurs. Vous verrez par la suite qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres obligations légales, notamment des documents, mais nous y reviendrons par la suite. Vis-à-vis de la prévalence, à vos claviers, j'ai une petite question. Sur base d'une recherche réalisée entre 2016 et 2018 par le groupe IDEWE, auprès de plus de 15 000 travailleurs en Belgique, combien de travailleurs ont-ils exprimé avoir été confrontés à un comportement agressif? Donc, eux, personnellement, ont été agressés au travail au cours des 6 derniers mois. Réponse A, 1 sur 22, B, 1 sur 9 travailleurs, ou réponse C, 1 sur 66 travailleurs. Je vous propose donc de pouvoir répondre dans le chat et notre collègue Ineke va regarder vos réponses. On vous laisse quelques temps. Il faut savoir que concernant cette recherche, les résultats qui ont été obtenus proviennent de l'analyse des projets que nous avons menés durant les années 2016 et 2018 en termes d'analyse de risque quantitative auprès des sociétés qui sont affiliées au groupe IDEWE. Alors, nous attendons vos réponses. Nous n'avons pas de visu sur vos résultats, du coup, on va se faire aider. La A, 1 sur 22. Mauvaise réponse, c'était 1 sur 9. Donc, un travailleur sur 9 se dit avoir été victime d'agression. Alors, dans les chiffres, c'est souvent donc, dans la plupart des agressions, si on prend 100% des agressions, plus de la moitié des agressions sont faites par des personnes extérieures. Au niveau de ces agressions, pour 10%, ce sont des injures ou des insultes. Pour 4%, ce sont des menaces de violence physique. Et pour 3%, des agressions physiques. Et donc, 1 sur 9, c'est un chiffre quand même assez important, d'où l'importance de mettre en place une politique
vis-à-vis de ces agressions. Alors forcément, on va se tenir dans la période actuelle vis-à-vis du coronavirus. Vous avez peut-être vu au travers des médias des articles qui parlent de personnes qui sont un petit peu plus nerveuses ou qui agressent les travailleurs, que ce soit dans les hôpitaux psychiatriques ou même dans des magasins. Alors ce serait peut-être intéressant de voir de votre côté, est-ce que vous aussi, vous avez constaté une différence? Peut-être aussi ce que vous avez mis en place ou pas. Voilà, n'hésitez pas aussi à interagir au niveau du chat pour qu'on puisse par la suite pouvoir avoir une idée de votre terrain. Alors, l'agressivité en temps de Covid. Alors, c'est une période de crise, de stress qui impacte notre bien-être psychosocial. Effectivement, nous ne pouvons plus faire ce qu'on veut. On est parfois cantonné dans notre maison. On est aussi isolé au niveau de nos amis, de notre famille, et donc nous avons des besoins fondamentaux qui sont impactés par cette crise. Alors ici, je fais une petite parenthèse par rapport à la pyramide des besoins de Maslow. Vous savez que les premiers besoins sont les besoins physiologiques, c'est manger, dormir, respirer. Ensuite, le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. Or, avec le coronavirus, au début, nous n'avions pas toutes les informations par rapport à ce virus. Nous étions dans un climat un petit peu insécurisant. Nous n'avions pas les connaissances, les compétences pour comprendre ce virus. Ça pouvait impacter ce besoin de sécurité. Ensuite, l'isolation, que ce soit l'isolation relationnelle ou même communicationnelle, va aussi impacter donc les troisièmes besoins au niveau de Maslow. Et donc, tous ces besoins font que la personne est dans une situation de crise, de stress, qui peut amener cette personne à avoir des attitudes, on va dire, de stress ou en tout cas de panique vis-à-vis de la situation. Par rapport à l'impact, je laisse mon collègue Yvan vous parler de cette thématique. Et alors que nous nous trouvons dans le pourquoi il est important de mettre en place une politique concernant la thématique agression, j'aimerais ici vous présenter, toujours sur base de cette enquête que le groupe IDEWE a menée auprès de 45 000 travailleurs entre 2016 et 2018, les résultats qui confrontent effectivement les perceptions et les réponses que nous avons obtenues de travailleurs qui ont été l'objet d'une situation d'agression au cours des 6 derniers mois et de ceux qui ne l'ont pas été. Dans l'encadré vert, vous pouvez voir les indicateurs de bien-être au travail, à savoir la satisfaction, l'enthousiasme et l'intention de rester au sein de l'organisation. Vous observez que en bleu foncé, les réponses obtenues auprès des répondants qui ont été l'objet d'agressions au travail sont sensiblement inférieures aux réponses transmises par les travailleurs qui n'ont pas été l'objet de comportements d'agression au travail. On voit effectivement que, en termes de satisfaction au travail, 61,8% des travailleurs qui n'ont pas été l'objet d'agression au travail expriment leur satisfaction, tandis que pour ceux qui ont été l'objet d'agression, nous sommes à 42,2%. Ces résultats sont significatifs pour les autres items en lien avec le bien-être au travail. À côté de ça, dans l'encadré rouge, vous voyez les items qui sont des indicateurs de mal-être au travail. Ici aussi, nous observons des différences significatives entre les résultats obtenus auprès des répondants qui ont dit avoir été l'objet d'une agression au travail et ceux qui n'ont pas été l'objet d'agression au travail. En effet, en termes de ressenti de stress, le pourcentage de répondants
qui ont vécu une agression au travail est largement supérieur aux résultats exprimés par ceux qui n'ont pas été victimes d'agression. Il en va de même pour l'épuisement émotionnel, la distanciation, le risque de burn-out et l'absentéisme au travail. On constate effectivement que, de fait, le fait d'avoir été l'objet d'une agression au travail est impactant au niveau individuel. Mais ce que l'on peut aussi interpréter sur base de ces résultats, c'est qu'alors qu'un travailleur qui a été l'objet d'une agression au travail est plus souvent absent au travail, cela peut avoir un impact sur l'équipe, voire sur le fonctionnement de l'organisation. Tenant compte de la durée de l'absence, il faut pouvoir envisager à un moment donné la répartition de la charge de travail de ce travailleur absent sur les autres membres de l'équipe. Parfois, un travailleur qui est absent, on a des difficultés à le remplacer. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a des compétences très spécifiques et trouver quelqu'un durant l'absence de ce travailleur qui a ces mêmes connaissances spécifiques est parfois compliqué. Le risque de burn-out est également beaucoup plus élevé chez les personnes qui expriment avoir vécu une situation d'agression. Et dès lors, là aussi, on peut avoir un risque au niveau de l'équipe et ou de l'organisation, puisque à partir du moment où un travailleur est en burn-out, il peut être absent du travail et à ce moment-là, il faut à nouveau penser la répartition de sa charge de travail sur les membres de l'équipe. La distanciation, le fait de se distancier du travail, amène les personnes qui sont dans ce cas de figure-là à faire preuve d'ironie par rapport à leur employeur, par rapport à l'organisation pour laquelle ils travaillent. Et là, ça peut avoir un impact au niveau de l'image de l'organisation. Alors que nous venons de terminer le pourquoi avec l'impact des comportements d'agressivité au niveau de l'individu ou de la collectivité, nous allons passer maintenant au comment. Comment est-ce que l'on peut effectivement implémenter une politique agression au travail? Eh bien, partons tout d'abord d'un modèle en sablier. Ce modèle en sablier, vous voyez qu'il y a 3 parties. Partie avant, partie pendant, partie après. L'idée, c'est que quoi qu'il arrive, il faut penser cette politique à différents moments au niveau de la réflexion. Avant l'agression, donc avant l'agression, au niveau individu, au niveau équipe, au niveau organisation, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce que nous avons comme procédure, comme connaissance de notre situation et de nos moyens d'action. Pendant, il y a des choses à penser sur qu'est-ce que l'on peut faire alors qu'une situation d'agression se produit, quels sont les acteurs qui sont concernés. Après, qu'est-ce que je fais pour l'individu qui a été l'objet d'une situation d'agression? Qu'est-ce que je fais pour les membres de l'équipe qui sont éventuellement impactés? Qu'est-ce que je fais au niveau de l'organisation de manière plus générale? Ce modèle suggère effectivement que on pense de manière structurelle. De fait, l'idée est d'imaginer cette politique comme un processus. Un processus, imaginez une vis sans fin. Et donc, à partir du moment où le start est donné, c'est quelque chose qui doit être maintenu vivant. Et nous allons voir que, pour débuter ce processus et le maintenir vivant, nous suggérons 7 étapes. Cette étape, amenez vos travailleurs à adhérer à votre politique, établissez des structures en point 2, analysez la situation, envisagez les stratégies et le plan d'approche,
implémenter les actions, évaluer, c'est un point très important, évaluer les actions qui auront été mises en place, et enfin, sur base de l'évaluation, consolider, c'est-à-dire ancrer ce qui a été observé comme constituant véritablement une plus-value, quelque chose qui marche bien, qui donne des résultats positifs, mais à côté de ça, adapter si ce qui a été mis en place à un moment ou à un autre ne correspond pas, n'apporte pas le résultat attendu. Et c'est à ce moment-là qu'on entre effectivement dans cette dynamique de vis sans fin, puisque nous adaptons effectivement certaines actions, certaines procédures ou certains outils que nous mettons en place en lien avec la thématique agression. Et quoi qu'il arrive, nous vivons dans un monde qui évolue, et dès lors, ce qui est mis en place à un moment M, mais devra peut-être être adapté 2, 3, 4 ans plus tard, tenant compte de l'évolution de notre société, tenant compte aussi de l'évolution de l'organisation. Passons en revue chaque point de manière à ce que les choses soient compréhensibles. Créer l'engagement, l'adhésion, tout processus doit commencer par un signal clair de l'employeur. L'employeur doit effectivement espérer l'engagement et l'adhésion de l'ensemble des acteurs de l'organisation, alors qu'il aura dit « Moi, je veux m'inquiéter de cette thématique, je veux mettre des choses en place, je veux atteindre des objectifs. » Légitimer la mise en place de cette procédure est très importante. Pourquoi, pour quel motif est-ce qu'il est important de mettre en place cette procédure? Quels sont les objectifs que je veux atteindre? Est-ce que je veux diminuer la survenance de situations d'agression? Est-ce que je veux améliorer ce qui est mis en place lorsqu'une situation d'agression se produit? Est-ce que je veux adapter mon mode d'intervention, de soutien auprès des travailleurs qui ont été l'objet d'une situation d'agression? À côté de cela, il s'agira effectivement de réfléchir aux responsabilités et aux autorisations, je dirais, au degré d'autonomie des personnes qui seront impliquées d'une manière ou d'une autre dans la politique. Établir des structures. Établir des structures passe notamment par la constitution d'un groupe de travail qui disposera d'un mandat clair pour réfléchir à qu'est-ce qu'il s'avère être judicieux d'améliorer, de mettre en place pour définir ou redéfinir une politique agression au travail, sachant que nous attendrons effectivement que ce groupe de travail soit impliqué de manière constructive, de manière à atteindre les objectifs. Dès lors, il s'agira de rechercher ce qu'on va appeler un leader, une personne qui va pouvoir, je dirais, faire avancer un peu le schmilblick, je dirais, une espèce de locomotive qui va pouvoir fédérer, trouver des consensus, etc., animer le groupe de travail et faire que les choses avancent. Il est clair que cette personne ne sera pas la première personne que vous croisez dans un couloir, mais qu'il s'agira effectivement de désigner une personne qui a la motivation, qui a quelque part cette passion pour gérer ce type de projet. Pensez aux partenaires qui seront effectivement impliqués dans le projet. Des membres de la direction, des membres du département des ressources humaines, les conseillers en prévention, sécurité, aspects psychosociaux, médecins du travail, des membres du CPPT, toute personne dont l'expérience de terrain, dont l'expérience de vie, dont les connaissances peuvent effectivement être intéressantes alors qu'il s'agira de réfléchir à la mise en place de cette politique.
Et ensuite, je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que l'on va attendre en termes d'implication de ces personnes? Certaines personnes devront effectivement, clairement réfléchir sur base d'informations qui auront été analysées à, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place à tel ou à tel moment pour les individus, pour l'organisation, etc. D'autres partenaires joueront un rôle important en termes de transmission d'informations. Tiens, pour bien comprendre notre situation et dès lors imaginer ce qu'il y aurait lieu de mettre en place, de quoi ai-je besoin comme information et dès lors qui peut me la transmettre? Ce groupe de travail va analyser la situation. Analyser la situation, pourquoi? Mais pour savoir effectivement où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent, mais qui existent peut-être un peu là et un peu là? Qu'est-ce qui existe? Est-ce que c'est utilisé? Oui, non. Quelles sont les situations que nous avons pu rencontrer? Et donc, par rapport à cela, analyser sur base d'éléments que nous avons à notre disposition en termes de données, notamment des données qui proviennent du registre des faits commis par les tiers. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, bien que ce registre des faits commis par les tiers est un registre que chaque employeur se doit de mettre à la disposition des travailleurs et de tenir à jour. C'est un registre dans lequel sont renseignées toutes les situations d'agression vécues par les travailleurs. Ce registre des faits doit être effectivement disponible, connu de l'ensemble des acteurs de l'organisation et évidemment utilisé. Pourquoi? Parce qu'il peut, à un moment donné, constituer une source d'information intéressante alors qu'on souhaiterait s'inquiéter de qu'est-ce qui s'est passé durant le premier trimestre de l'année. Et on pourrait se rendre compte qu'effectivement, durant le premier trimestre de l'année, il y a eu 6 agressions commises par des tiers et 3 au sein d'un même département. Ce sont des données importantes pour pouvoir analyser la situation. On peut imaginer aussi d'effectuer une sorte d'audit politique agression, d'envisager de solliciter les perceptions des travailleurs en lien avec leur bien-être psychosocial et plus spécifiquement concernant la thématique agression. Quoi qu'il arrive, il se peut, comme je l'ai dit, que des procédures existent déjà, des procédures qui suggèrent qu'on travaille dans des conditions sûres. Quelles sont-elles? Et est-ce que ces procédures permettent effectivement qu'on travaille dans des conditions sûres? Oui, non. Ensuite, l'environnement dans lequel on travaille. Est-ce que je travaille effectivement dans un environnement sûr ou qui favorise des conditions de sécurité optimales? Les piliers 1, 2 et 3 constituent effectivement ce qui tient des procédures. À côté de ça, les piliers 4, 5 et 6 sont des piliers qui tiennent davantage des comportements des travailleurs, des intervenants, des acteurs de l'organisation. Et dès lors, alors que vous aurez analysé les choses, vous vous rendrez compte qu'effectivement, sont déjà prévues l'une ou l'autre session de sensibilisation à la thématique agression au travail. Mais que peut-être, sur base de l'analyse de chiffres ou de l'analyse de résultats obtenus suite à un questionnaire auquel votre personnel aurait répondu, il pourrait s'avérer nécessaire d'envisager des formations sur la gestion de comportements agressifs, des formations pour la ligne hiérarchique sur comment est-ce que je peux apporter du soutien à mon collaborateur alors qu'il a été l'objet d'une agression. À côté de ça,
toujours dans la perspective des comportements, est-ce que cette thématique agression est abordée dans le cadre de discussions en équipe? Est-ce que c'est quelque chose qui fait déjà partie de votre quotidien? Oui, non. Est-ce que de ces discussions, il y a des informations qui ressortent? Est-ce que ça vaut la peine, effectivement, d'envisager ce genre de dynamique au sein de l'organisation? Enfin, au niveau du pilier 6, la prise en charge et le suivi des travailleurs qui ont été l'objet d'un comportement agressif, d'une situation d'agression. C'est particulièrement important puisque vous avez probablement déjà entendu parler de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et ce stress post-traumatique est un dommage qui peut survenir suite à une situation choquante vécue tant par ce qu'on va appeler l'impacté primaire ou des impactés secondaires. Et donc, la prise en charge, effectivement, et le suivi des personnes qui ont été l'objet d'une agression est particulièrement important. Pourquoi? Parce que, en fonction de ce qui est mis en place, de comment on assure ce suivi, cela peut avoir un impact positif ou négatif sur le maintien en activité du travailleur dans l'organisation. En termes de stratégie d'approche et sur base effectivement de l'analyse que vous aurez fait de là où vous en êtes actuellement et en pensant aux objectifs où est-ce que je souhaite aller, l'idée c'est de définir des actions. De définir des actions à différents niveaux. Je viens de vous présenter les 6 piliers. Et de les définir peut-être sur base de priorités. Qu'est-ce qui vous semble prioritaire éventuellement en termes de procédures? Est-ce qu'il y a des procédures qui existent déjà mais qui ne sont pas claires et qui nécessitent un update? Est-ce qu'il s'avérerait nécessaire effectivement de définir certaines procédures, de spécifier un véritable protocole agression? Au niveau des comportements, est-ce que les formations qui existent sont des formations qui sont adéquates? Est-ce qu'il ne faut pas en envisager d'autres? Est-ce que nos travailleurs sont tous bien informés de qu'est-ce qu'ils doivent faire alors qu'ils sont confrontés à telle ou telle situation? Donc, il est important de les sensibiliser. Et évidemment, en fonction de ce que nécessite comme investissement les différentes actions, vous pourrez décider d'un niveau de priorité. Ce plan d'action devra absolument, impérativement être validé par la direction. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'étape 1, l'employeur lance un start. Un start durant lequel il exprime que cette thématique agression est une thématique dont il veut s'occuper, il va la légitimer, il va définir des objectifs, etc., etc. Et à un moment donné, alors que le groupe de travail aura réalisé, je dirais, sa tâche, aura fait naître un plan d'action, l'idée, ce sera de le valider. Et ensuite, communiquer et encore communiquer. L'ensemble des acteurs de l'organisation devront être tous correctement et clairement informés de ce qui sera désormais d'application en termes de politique agression au sein de l'organisation. De ce qui existe, de qui fait quoi, des formations à venir, des procédures à suivre, des moyens qui seront donnés aux travailleurs pour éviter d'être confrontés à des situations d'agression. À ce sujet, le rôle de la ligne hiérarchique est véritablement central, notamment au niveau de la communication, mais également au niveau de la pratique et du suivi des procédures qui auront été réfléchies et implémentées.
C'est un élément qui est particulièrement important au niveau de la mission de la ligne hiérarchique. C'est la pratique de ce qui aura été défini et le suivi au niveau des travailleurs qui ont été l'objet d'une situation d'agression au travail. Le point évaluation, il faut que vous partiez du principe qu'on n'évaluera pas le processus une seule fois, mais plusieurs fois. J'évoquais la vis sans fin tout à l'heure. L'évaluation, c'est exactement la même chose. On est dans une évaluation systématique. Pourquoi? Parce que évaluer, c'est effectivement apprendre, et il apparaîtra que certaines actions pourront être évaluées à court terme, d'autres à plus long terme, que ce soit en termes de fonctionnement du groupe de travail, de respect des plannings, je le répète, des actions qui ont été mises en place, et que comme le monde évolue, comme l'organisation évolue, des actions qui ont été mises en place aujourd'hui ne seront peut-être plus pertinentes dans 2 ou 3 ans. Dès lors, l'évaluation est particulièrement importante, notamment parce que cette politique, il s'agira de l'ancrer véritablement dans la politique générale de l'organisation. Et de l'ancrer à partir du moment où vous aurez objectivement évalué que toute une série d'actions fonctionnent bien et d'autres qui auront été adaptées parce qu'elles n'apportent pas effectivement la plus-value que vous imaginiez au départ. Et ce n'est pas un problème. À partir du moment où vous évaluez et que vous constatez que ça ne fonctionne pas comme vous imaginiez que ça fonctionne, eh bien, c'est pas grave. On imagine autre chose, on pense autre chose, tenant compte effectivement de ce que nous avons appris. À partir du moment où on ancre les procédures qui fonctionnent, les formations qui fonctionnent, on peut dès lors établir des liens avec le plan global d'action ou des liens avec la politique RH. On peut imaginer que les nouveaux travailleurs soient sensibilisés dès le départ aux procédures en lien avec les agressions vécues au travail. On peut imaginer effectivement pour la ligne hiérarchique, dans le cadre de leur évolution, un process de formation spécifique pour cette thématique. On peut aussi, pourquoi pas, et en fonction de ce qu'on aura pu analyser, certaines fonctions dans une organisation peuvent être davantage confrontés à des situations d'agression, de se dire que dans le cadre des entretiens de fonctionnement, c'est un point que j'aborde avec eux. Pourquoi? Parce que c'est important et que ce moment peut également constituer un moyen d'obtenir des informations sur ce qu'on vit, sur comment les choses fonctionnent, et dès lors, est-ce qu'il faut des adaptations? Cette étape par lesquelles il nous apparaît important de passer, un processus dans une dynamique de vis sans fin, une politique qu'il faut maintenir vivante sur base de clés du succès que Patrick va vous résumer. Donc, les clés du succès, quelles sont-elles? Il y a 6 clés. Et vous allez voir, c'est un petit peu redondant par rapport à ce que nous mettons en place au niveau du processus. Donc, dans un premier temps, les dirigeants définissent la vision et les lignes de conduite. Deuxième clé, c'est vos cadres et vous-même en qualité d'employeur, faites preuve d'engagement et d'un comportement exemplaire. La troisième clé du succès, vous libérez les budgets nécessaires, ainsi que le capital humain, ainsi que le temps nécessaire pour pouvoir effectuer ce processus. Quatrième clé, votre politique en matière d'agression doit aller au-delà de ce qui est décrit dans les documents. Ce thème exige une volonté d'apprentissage et d'évaluation.
Le rôle de chacun doit être reconnu, ce qui nécessite une coordination et des accords clairs. 5e point, constituer, comme on l'a dit précédemment, un groupe de travail actif, doté d'un mandat fort pour développer les différents modules et les promouvoir en tant qu'ambassadeurs. Enfin, dernière clé, ancrer la politique d'agression par le biais du Comité de prévention et de protection du travail, le CPPT, dans le fonctionnement de la prévention et par le biais notamment du département RH, la ligne hiérarchique et tous les autres acteurs qui gravitent autour du bien-être au travail. Bien. Alors tout cela peut vous paraître gigantesque comme projet à réaliser, et dès lors, bien vous n'êtes pas tout seul, puisque le groupe IDEWE évidemment peut vous aider dans la mise en place de votre politique. Le groupe IDEWE, c'est plus de 80 conseillers en prévention aspects psychosociaux répartis sur tout le territoire de la Belgique, et ces conseillers en prévention aspects psychosociaux peuvent, d'une part, vous fournir effectivement toute une série de matériel et d'outils, mais aussi peuvent vous rencontrer et être impliqués dans le processus de réflexion en termes de conseiller, bien entendu. Dès lors, à partir du moment où vous avez besoin de quoi que ce soit, mail, lettre type, affiche, des conseils concernant le registre des faits commis par des tiers, le souhait d'avoir une vision externe par rapport à ce qui existe déjà ou ce qui pourrait être mis en place, nous pouvons envisager de réaliser un audit. Dans le cadre de l'évaluation générale des risques psychosociaux, nous disposons de modules spécifiques traitant de la thématique agression au travail. Le groupe IDEWE a également développé un outil qui s'appelle le Buddy Board, qui est un outil online de suivi d'une situation d'agression au travail et qui peut constituer un outil particulièrement intéressant en termes d'analyse de chiffres, mais également un outil simple d'utilisation lorsqu'il s'agit effectivement d'assurer le suivi d'une situation d'agression, alors que différentes personnes pourraient intégrer des informations dans cet outil. Je passe évidemment toute une série de brochures d'informations tant à destination des employeurs que des travailleurs. Quoi qu'il en soit, si à un moment donné, vous souhaitez plus d'infos alors que vous avez eu l'occasion d'interagir avec qui ne que au niveau du chat ou des questions-réponses, n'hésitez jamais à contacter vos bureaux régionaux, qu'il s'agisse de Bruxelles, de Charleroi, de Liège ou de Namur. Les conseillers en prévention aspects psychosociaux du groupe IDEWE répondront à vos questions, pourront vous envoyer des documents. Avant de clôturer, je tiens à vous informer que les questions-réponses qui seraient restées, en tout cas les questions qui seraient restées sans réponse dans le cadre du temps de ce webinaire, feront l'objet d'une réponse par la suite, puisque nous allons avoir l'ensemble des questions qui auront été posées. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez plus de réponse à partir d'un certain moment, ça viendra par la suite. Et si, après ce webinaire, alors que vous avez dormi dessus et qu'il y a des choses qui vous viennent en tête, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Patrick, Ineke et moi-même vous souhaitons une bonne journée et nous vous disons à bientôt. À très bientôt.